Cette fois, la trêve semble bel et bien voler en éclats. Regardez ces images. L'Amérique a frappé l'Iran cette nuit. Des frappes défensives, dit le CENTCOM. Mais défensives contre quoi? Direction Téhéran, où nous attend Siavosh Ghazi, correspondant RFI France 24. Cher Siavosh, sait-on ce que l'armée américaine a frappé cette nuit? La première vague d'attaques américaines était concentrée sur la région de Bandar Abbas, autour du détroit d'Ormuz, la ville de Bandar Abbas, notamment l'aéroport, ainsi que la ville de Minab à l'ouest, ainsi que la région de Sirik à l'est du détroit ont été visées, notamment, ainsi que d'autres cibles. Donc concentration sur cette partie du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Immédiatement après, cela s'est produit vers 1h15 du matin. Immédiatement après, moins d'une demi-heure après, les gardiens de la Révolution ont lancé une série d'attaques contre deux bases américaines à Koweït, mais aussi deux bases américaines à Bahreïn, notamment le siège du CENTCOM, de la 5e flotte américaine à Bahreïn, qui est la plus grande base américaine, qui est maintenant touchée depuis 10 jours pour la 4e fois, ainsi que contre une base américaine au Kurdistan irakien. Les gardiens ont annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz à ce moment-là, et deux pétroliers qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz ont été visés directement par des missiles ou des drones et ont été donc touchés. Et donc pour les gardiens de la Révolution, pas question que désormais aucun navire traverse. Tous les navires stationnés dans la région doivent rester à leur place. Ensuite, vers 4 heures, il y a eu une nouvelle attaque américaine, notamment contre la ville de Karaj et ses environs. Là, il y a eu une riposte de nouveau contre la base Al-Azhar en Jordanie, selon les gardiens de la Révolution. Donc des avions, les hangars des avions F-15, F-16 et F-35 ont été touchés directement et plusieurs avions américains ont été détruits sur place. Merci beaucoup Siavosh Ghazi, correspondant pour RFI et France 24. Avec moi sur le plateau pour parler de tout ce dont Siavosh vient de parler et d'énumérer, hein, Christophe, les 4 fantastiques d'LCI, Guillaume Auda, Christophe Barbier, et puis les magnifiques Claire Cambier et Catherine André, et puis aussi notre cher amiral Olagaray. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle nuit de frappe? Comment vous l'interprétez, amiral? Toujours la volonté de faire pression sur les négociations, ou alors est-ce que ça veut dire qu'il y a tout simplement plus de négociations? Comment vous l'interprétez? Forte escalade maîtrisée. J'essaie encore d'employer le mot maîtrisé parce que effectivement les États-Unis ne se lancent pas dans une attaque totale. Donc il y a encore un peu de maîtrise, mais la maîtrise vient de Trump. Est-ce qu'il va se maîtriser longtemps? Est-ce qu'il va écouter ses conseillers? Est-ce qu'il va trouver une solution? Nous n'en savons rien. Pour l'instant, quand même, il y a une capacité à moduler les réponses de la part des États-Unis, et c'est un peu du tout ou rien pour l'Iran. C'est-à-dire, on ferme le détroit d'Ormuz ou on l'ouvre. C'est quand même compliqué. Donc l'Iran est quand même dans une situation difficile, mais frappe de façon assez radicale. On a l'impression que l'impasse se rétrécit pour Donald Trump quand même. Une escalade limitée, vous emploiez cet euphémisme, Guillaume? J'ai fait mes comptes en presque 2 semaines. Ça fait 6 fois qu'on assiste à un incident, disons, majeur, avec effectivement ce cycle d'attaques et de représailles de part et d'autre. Systématiquement, par le CENTCOM est employé le vocabulaire suivant. Il s'agit d'une riposte américaine de nature défensive, limitée, pondéré, les négociations ne sont pas écartées. Ça, c'est pas le CENTCOM qui le dit, c'est pas son métier, mais du côté de Washington, c'est ce qu'on entend. Moi, je constate à minima que plus on avance en réalité dans une séquence qui percute aujourd'hui l'ouverture de la Coupe du Monde, hein, il faudra le repréciser, mais je constate une grande nervosité de part et d'autre et une nervosité croissante. C'est déjà arrivé, Christophe, qu'un pays en guerre soit l'hôte de la Coupe du Monde? Oui, la Russie en 2018, d'une certaine manière, était déjà engagée dans son conflit avec l'Ukraine. Il y avait sur la Crimée, sur le Donbass, déjà des actions de guerre, même si ça n'avait pas l'ampleur de ce que ça a actuellement. Quand vous remontez à 1934, vous avez une Italie qui organise la Coupe du Monde et qui est déjà en Afrique en train de préparer une invasion. Donc on était dans des pays qui étaient en guerre ou qui étaient déjà dans une action un peu belliqueuse. Pour revenir sur ces frappes en Iran, Catherine, l'Iran c'est toujours une boîte noire et on se demande
demande bien comment ils peuvent tenir encore. Oui, c'est le grand mystère iranien. C'est-à-dire que on sait qu'ils ont une inflation aujourd'hui galopante en Iran, que la population souffre beaucoup. Malgré tout, jusqu'à présent, il y avait des réserves liées notamment aux hydrocarbures, parce qu'il y avait encore des bateaux en route dans le monde entier liés à l'Iran. Et ces réserves, en fait, selon les projections, l'Iran avait encore 1 ou 2 mois de réserves financières liées aux hydrocarbures. Mais depuis qu'il y a eu la trêve, on ne sait pas vraiment combien de bateaux iraniens également sont passés par le détroit d'Ormuz. On sait qu'ils continuent aussi des livraisons par la route. Alors évidemment, pour compenser un tanker, il faut 10 000 camions. Oui, il faut des Noria. Par la route, évidemment, il n'y a pas la même compensation. Mais oui, l'Iran est très affaibli financièrement. À quel point? Mais ne tombe pas. Mais ne tombe pas, parce que c'est un régime aujourd'hui qui joue sa survie. Et quand on joue sa survie, même si financièrement on est contraint, eh bien malgré tout, c'est une lutte existentielle pour l'Iran qui s'est engagée. Alors retour sur les frappes de cette nuit avec Sonia Dridi, la correspondante des LCI à Washington. Sonia, Donald Trump a réuni ses plus proches conseillers dans la soirée. Oui, l'armée américaine a annoncé hier soir avoir mené des frappes défensives contre l'Iran. Le président américain était un peu plus tôt dans la salle de crise de la Maison-Blanche, où il était notamment aux côtés du vice-président J.D. Vance, du secrétaire d'État Marco Rubio, du directeur de la CIA ou encore de ses envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner. Depuis la Situation Room, il a eu un journaliste de Fox au téléphone auquel il a décrit les frappes américaines comme étant violentes, et il a assuré, si les Iraniens ne signent pas rapidement un accord avec les États-Unis, eh bien Washington continuera de les bombarder. Donald Trump qui a également déclaré à ce journaliste que les Iraniens l'avaient appelé pour lui demander d'arrêter les bombardements. Alors, regardez ce qui s'est joué dans ces dernières heures. Hier, dans le bureau ovale, Donald Trump accusait l'Iran de tergiverser sur les négociations. Écoutez le président américain. On les a frappés très fort hier et on va frapper fort encore aujourd'hui, au cas où vous l'auriez manqué si vous n'allumez pas votre télé. On verra bien ce qu'il adviendra de l'accord. On était tout près d'un accord, mais ils n'arrêtent pas de nous mener en bateau. Ils continuent de nous prendre pour des idiots parce que, vous savez quoi? Ils ont eu affaire à des présidents vraiment stupides. Ça me gêne de le dire, mais il y avait des gens vraiment stupides à cette table. Claire Cambier, est-ce qu'on est capable de dire si on était vraiment près d'un accord ? Alors non, ça, il le répète à l'envi depuis ce début du conflit. On est toujours très proche d'un accord. À chaque fois, il nous parle de quelques jours. Mais on voit bien qu'il se retrouve ici dans la passe. On indiquait tout à l'heure qu'on sentait le président agacé. On sent aussi son ministre de la Défense, Pete Hegseth, très agacé. Il a souligné que l'Iran jouait avec au jeu du chat à la souris dans ses négociations. Il a dit clairement, si les Iraniens veulent négocier avec les bombes, eh bien on négociera avec les bombes. Et on est très doué pour cela. Donc on sent quand même cette petite escalade. Ça fait quand même la deuxième nuit consécutive que des frappes sont opérées, même si ce sont des frappes limitées, comme on disait tout à l'heure. Amiral, d'après ce qu'on sait, Trump n'était pas convaincu d'intervenir, et c'est Pete Hegseth justement dont parlait Claire, et puis le général Kane qui l'ont poussé à frapper. Qui dirige vraiment la stratégie américaine au Moyen-Orient ? De toute façon, la responsabilité en vient au président Trump. Donc, qui dirige, on ne sait pas. Enfin, pas trop. Maintenant, c'est quand même, ça devient flou. Néanmoins, c'est lui qui assume, c'est lui qui impulse. Et non, là, c'est une responsabilité extrêmement personnalisée, très personnalisée, sans doute trop personnalisée. Du côté iranien, Esmail Baghaei, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Iran, avait évidemment un discours radicalement opposé. Malheureusement, les États-Unis nuisent à ce processus diplomatique par leurs messages contradictoires, leur changement incessant de position et d'exigence, et surtout par leur violation répétée du cessez-le-feu. Non seulement les États-Unis, mais aussi le régime sioniste sapent ce processus par leur violation répétée du cessez-le-feu au Liban.
Naturellement, tout processus diplomatique est compromis par le recours à la force et par des actions illégales sur le terrain. L'Iran, Guillaume, qui parle de violation répétée du cessez-le-feu, est-ce qu'on peut encore appeler ça un cessez-le-feu ou est-ce que c'est un cadre diplomatique qui est en train de s'effondrer, Guillaume? Alors Donald Trump, il l'a qualifié lui-même de cessez-le-feu le plus violé au monde. Voilà, c'est comme ça qu'il dit, lui, et qu'il répond à votre question, Anaïs. Tout ça reste dans un cadre relativement maîtrisé, comme le disait l'amiral. C'est sous le seuil d'une reprise franche des hostilités, puisque... mais jouer avec la ligne comme ça va mal finir. Les pourparlers ne sont pas interrompus, mais oui, cette nervosité se fait d'osciller entre résilience et escalade. Si d'aventure une malencontreuse erreur est commise de part et d'autre, oui, ça peut provoquer une reprise franche des hostilités. Il suffisait par exemple que dans cet Apache qui a été détruit, touché par un drone iranien et sauvé, voilà, avant-hier, et que l'un des pilotes trouve la mort pour entraîner une réaction sans doute beaucoup plus furieuse qu'elle ne l'a été de la part des États-Unis. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, puisque vous posiez la question aussi à